Bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui en ce vendredi pour parler des 60 ans de la doctrine Gérin-Lajoie. Donc, je suis Caroline Doyon, directrice adjointe de l'Institut d'études internationales de Montréal. Bienvenue à l'UQAM. Je sais que la salle n'est pas si facile à trouver, alors un grand merci d'être des nôtres aujourd'hui. Sans plus attendre, je cède la parole à M. Alain Sancartier, sous-ministre au ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec. M. Sancartier. Mesdames, Messieurs, très chers partenaires et participants, bonjour à tous. C'est pour moi un honneur de clôturer vos échanges en cette veille du 60e anniversaire du discours de M. Gérin-Lajoie. Je n'apprendrai rien à personne en disant que nous vivons une année très particulière en termes de relations internationales. J'en veux pour preuve les différents thèmes abordés durant vos travaux: refondation de la politique étrangère, insécurité, post-crise, résilience. Assurément, nous traversons depuis quelques années déjà une période de grands bouleversements géopolitiques. Mais c'est cette année que le Québec se trouve plus directement affecté par ces bouleversements. C'est justement pour répondre à ce nouveau contexte que la ministre Martine Biron nous a confié au printemps dernier le mandat de doter le Québec d'une nouvelle politique internationale. Le repositionnement de la nouvelle administration américaine, qui a eu d'importantes répercussions mondiales, en a confirmé non seulement la nécessité, mais aussi l'urgence. Je suis heureux de vous annoncer que les travaux avancent très bien. Je veux souligner la contribution de tous les partenaires que nous avons consultés. Ils ont été essentiels pour identifier les enjeux et les défis auxquels est confronté le Québec, ainsi que pour proposer des pistes d'action porteuses. Cette nouvelle politique propose une réflexion fondamentale à long terme qui porte sur les principes et les fondements qui doivent guider l'ensemble du gouvernement du Québec dans son action internationale. Elle comportera également des mesures à plus court terme pour faire face aux nouvelles réalités. Elle se veut la suite logique de 60 ans d'action internationale. Un hommage, par conséquent, à la vision et à l'esprit du discours de M. Gérin-Lajoie. Symbole majeur de la Révolution tranquille, le discours de M. Gérin-Lajoie reposait sur une prémisse forte. Le Québec forme une nation, il a une personnalité et des aspirations qui lui sont propres, il dispose d'un État. C'est en vertu de cette réalité qu'il lui est non seulement légitime, mais naturel de se projeter sur la scène internationale. Le Québec a besoin de l'international pour assurer son existence, sa prospérité et son épanouissement. Notre statut de nation francophone en Amérique, nos ressources, nos savoirs et nos talents, notre capacité à innover et à rassembler, l'efficacité de notre réseau diplomatique font de nous un partenaire crédible et engagé, en mesure de porter des dossiers internationaux importants. La diversité culturelle et linguistique en est un excellent exemple. Il y a peu, nous vivions encore dans un monde familier dont les bases avaient été jetées et les contours dessinés après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La pandémie de la COVID et la guerre en Ukraine n'avaient pas encore ébranlé le consensus sur la mondialisation. Et la course à la transition énergétique, à l'acquisition des matériaux critiques et stratégiques, ainsi que le développement fulgurant de l'intelligence artificielle, n'avaient pas encore pris l'ampleur qu'on connaît aujourd'hui. En somme, alors que depuis 30 ans, les relations internationales avaient été structurées par la mondialisation, force est de constater qu'aujourd'hui, la géopolitique a repris ses droits. Les États cherchent ainsi à réduire leur dépendance, surtout dans des domaines qu'ils jugent stratégiques. Les alliances se redessinent et de nouvelles rivalités apparaissent. Au Québec, la diversification des marchés apparaît comme un impératif de sécurité face à l'instabilité suscitée par notre principal partenaire commercial. La plus récente visite de notre premier ministre en Europe a montré sa détermination de mettre à profit nos secteurs d'excellence, comme ceux de la défense, de l'aéronautique et des minéraux critiques et stratégiques, dans un contexte où l'AECG nous offre de multiples opportunités encore inexploitées. Les changements en cours posent de grands défis pour le Québec, mais des occasions aussi se présentent. En raison de ses richesses humaines et de ses richesses naturelles, le Québec se trouve au cœur des courses à l'intelligence artificielle et à la sécurité des approvisionnements. Si, comme d'autres petits États innovants, nous nous employons à faire avancer nos priorités et à percer de nouveaux marchés, nous cherchons aussi, en tant qu'acteurs responsables, à construire un monde commun, durable et plus juste.
Nous voyons nos relations avec nos nombreux partenaires dans une perspective de long terme. Et nous misons plus que tout sur la confiance, la réciprocité, la fiabilité. Dans cette nouvelle ère qui s'ouvre devant nous, le thème de l'économie demeure prioritaire, mais il s'insère dans un ensemble où la diplomatie d'influence est destinée à retrouver un rôle de tout premier plan. La sécurité, la diversification des marchés, la valorisation de notre territoire, la promotion de l'identité québécoise et surtout la défense de notre intérêt national seront les piliers fondamentaux de la nouvelle politique internationale. Le Québec a depuis 60 ans et même plus développé une personnalité internationale qui lui est propre. Notre différence a été notre fer de lance dans le monde et le Québec a depuis gagné en maturité. Dynamique et responsable, il est devenu un acteur de changement respecté dont la voix est écoutée. Le Québec sait aussi prendre des initiatives. Nous accueillerons le mois prochain et en collaboration avec l'OIF la 5e conférence des ministères de la Culture, des ministres de la Culture et de la Francophonie afin d'élaborer un plaidoyer commun concernant les enjeux de découvrabilité des contenus culturels francophones à l'ère du numérique. Le Québec dispose donc d'atouts importants pour se positionner, aussi bien pour relever les défis actuels que ceux de demain. Grâce à cette nouvelle politique, il sera encore mieux outillé. Merci beaucoup de votre attention. Alors, bonjour tout le monde. Ça fait tellement plaisir de vous voir aussi nombreux un vendredi gris pour parler d'une chose qui date de 60 ans. Et là, je le dis comme je le pense, c'est surtout extrêmement rafraîchissant de voir autant de jeunes dans la salle, d'étudiants qui s'intéressent à ce qui s'est passé, qui s'intéressent à ce qui se passe et surtout à ce qui va se passer parce que vous êtes la prochaine génération. Donc, merci à tous les étudiants dans la salle. C'est très apprécié et c'est très rassurant de vous avoir. Mon nom est François Audet. Je vais me nommer donc directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal. Un plaisir de vous accueillir. Monsieur Sancartier, merci beaucoup pour votre présence. Merci pour votre discours et votre allocution qui met très bien la table à ce qui s'en vient dans la prochaine heure et demie. On a déjà passé un petit peu de temps. On n'est pas pressé. Je le dis tout de suite, il y a un petit cocktail après. Donc, évidemment, ce qu'on n'aura pas réussi à discuter complètement maintenant, sachez que ce sera évidemment l'occasion de pouvoir le faire à la suite de la discussion. On termine aujourd'hui la 5e édition des Rendez-vous Gérin-Lajoie. J'en profite d'ailleurs pour saluer, pendant que je le vois dans la salle, François Gérin-Lajoie. Merci d'être là. Merci à la Fondation Paul Gérin-Lajoie aussi d'avoir agi comme partenaire depuis le début de nos rendez-vous. Et j'en profite aussi, évidemment, parce que je le vois dans ma ligne, c'est très rouge, pour saluer et remercier tous nos partenaires. Et les plus importants sont dans la salle. Évidemment, je le mentionnais tout à l'heure, Christine Saint-Pierre, M. Sancartier, à tous celles et ceux du ministère dans la salle. Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie est aussi un produit, un résultat de cette doctrine-là. Et le ministère soutient évidemment la solidarité internationale, fait beaucoup de choses dans la diplomatie, le commerce international, mais le ministère soutient aussi les centres universitaires comme l'Institut, comme l'Université de Montréal, comme l'Université Laval, etc. Je vous dis tout de suite, on ne construit pas des hôpitaux avec ce qu'on a, mais on fait de la magie avec ce qu'ils nous donnent. Et avec ce qu'on observe actuellement aux États-Unis, les attaques sur le milieu universitaire, on comprend l'importance des think tanks, je dis en anglais, comme le nôtre. Alors, merci au ministère de nous soutenir et de continuer à nous soutenir. Je salue aussi nos amis du Corim qui sont dans la salle, évidemment, qui est un précieux partenaire au fil des années de cette édition des Rendez-vous Gérin-Lajoie. Et je salue notre doyenne de la Faculté de sciences politiques et droit, aussi, évidemment, un partenaire indéfectible de l'Institut. Monsieur Sancartier, vous avez donc mis la table à la conversation qui s'en vient. Je vais bientôt laisser la parole à mon ami pour l'animation de tout cela. Je voudrais peut-être, avant de lui donner la parole, dire rapidement, et il y a beaucoup de gens dans la salle qui étaient là toute la semaine, on termine là une grosse semaine de réflexion. Au même titre que la politique doit être un peu remodelée à la couleur de ce qui arrive, l'agenda de nos rendez-vous a été un peu remodelé en décembre, en janvier, en février, et presque il y a ce que 2 semaines, pour arriver avec
un certain constat quand même cette semaine, rapidement. Le premier, puis je le mentionnais, c'est que s'il y a une certitude, c'est l'incertitude. Et ça, c'est assez transversal. Vient avec ça certaines insécurités, un peu d'anxiété. On l'a noté. On a fait un peu de thérapie aussi cette semaine avec tout ça. Mais cette incertitude-là, l'autre constat que j'ai noté, c'est que ça ne doit pas être paralysant. Puis je pense que vous l'avez bien dit aussi, notamment avec l'arrivée de cette politique qui s'en vient. Au contraire, c'est des opportunités. C'est un monde de changement. Le Québec est là pour rester. Et la doctrine Gérin-Lajoie qui nous aura portés jusqu'à maintenant sera aussi le principal levier de notre succès à l'international pour le défi actuel et les défis futurs. Alors, c'est ça que je retiens de notre semaine, en plus de bien d'autres affaires. Tout est mis en ligne. C'est des heures et des heures de vidéos fantastiques que vous pourrez réécouter. Alors, n'hésitez pas à aller voir la mise en ligne un peu plus tard dans les prochaines semaines. Je vais maintenant laisser la parole donc à mon amie Martine Saint-Victor. Martine, merci beaucoup d'avoir accepté la modération et l'animation de cet événement de clôture de nos rendez-vous Gérin-Lajoie. Je me permets de te parler de toi un petit peu rapidement et je te laisse le soin ensuite de présenter évidemment nos invités et nos experts. Donc Martine, en plus d'être mon amie, tu es directrice générale d'Edelman Montréal, une stratège en communication. On te voit collaborer avec de nombreux médias d'ailleurs. Merci énormément pour ton regard original et bien senti dans tes interventions médiatiques. Je ne crois pas me tromper en disant que tu es proche de tes racines haïtiennes et tes engagements le sont tout autant. Tu es entre autres membre du conseil d'administration de la Fondation Campé. Et je suis content de dire que depuis décembre 2024, tu agis comme membre du conseil d'administration de l'Institut d'études internationales de Montréal. Donc, merci beaucoup d'avoir aussi accepté cette invitation et d'être une fidèle au poste de l'IEIM. Alors, je te laisse la parole. Je vous souhaite une excellente conférence. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Je suis vraiment très heureuse d'être ici aujourd'hui parmi vous et je remercie François et Caroline pour cette nouvelle invitation. Avant de présenter nos illustres panélistes, permettez-moi quelques mots. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler de diplomatie et il me paraît assez impossible de parler de diplomatie sans parler d'immigration. Je déplore que l'immigration soit devenue un enjeu politique alors que l'immigration est un enjeu humanitaire. Nous ne devons pas perdre notre sensibilité, notre empathie, et on ne peut non plus perdre de vue que les raisons de l'immigration sont multiples. Il y a ceux qui quittent leur pays natal parce qu'ils le veulent, et il y a ceux qui quittent leur pays natal parce qu'ils n'ont pas le choix, ils n'ont plus le choix. Tout le monde est pour une immigration contrôlée, évidemment, mais il y a une manière d'en parler. Il me paraît aussi assez malhonnête, intellectuellement, de blâmer les immigrants pour certains problèmes d'infrastructure, de mauvaise gestion et de mauvaise planification qui existent au Québec depuis longtemps. Prenons le système de santé, par exemple. Je vais vous raconter une histoire. Lorsque j'étais adolescente, au secondaire, nous avons eu un débat de classe. Sommes-nous pour ou contre l'idée proposée par le gouvernement de l'époque d'imposer un ticket modérateur aux usagers du système de santé? La mesure était pour d'abord financer le système de santé qui déjà tenait presque par un fil et pour notamment dégorger les urgences. J'étais adolescente, alors c'est pour vous dire que ça fait assez longtemps. Alors, ce n'est pas d'hier qu'on a des problèmes de santé, des problèmes dans notre système de santé. Alors, de blâmer les immigrants pour certains des échecs de ce système aujourd'hui et de croire que nous souffrons d'amnésie. Je crois que collectivement, nous devons apprendre à mieux parler d'immigration. Le mépris n'a pas sa place dans le discours ni dans les politiques, du moins pas au Canada et pas au Québec, puisque nous demeurons des terres d'accueil, enfin, je l'espère. Sur ce, permettez-moi de présenter nos panélistes. Merci. Merci. Christine Saint-Pierre, bonjour, merci d'être ici. Madame Saint-Pierre, vous avez été députée à Québec de 2007 à 2022. Vous avez aussi été ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. Vous avez aussi été ministre des Relations internationales et de la francophonie. Mais avant tout cela, vous avez été, Madame Saint-Pierre, journaliste à Radio-Canada de 1976 à 2007,
D'abord courriériste parlementaire à Québec, puis à Ottawa, et ensuite correspondante à Washington. Aujourd'hui, on peut lire vos analyses politiques dans l'actualité, on peut les entendre sur les ondes du 98.5 et on peut les voir et vous revoir à Radio-Canada. Depuis 2023 et à la grande joie de plusieurs dans cette salle, vous êtes fellow de l'Institut d'études internationales de Montréal à l'UQAM. Merci d'être ici. Je vous invite à prendre place. Je crois qu'on peut l'applaudir. Monsieur Olivier, bonjour. Vous êtes directeur de la francophonie et de la solidarité internationale au ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec. Vous possédez, Monsieur Olivier, une fine connaissance de la diplomatie québécoise puisque vous avez occupé plusieurs postes de direction aux soins du MRIF. Vous avez agi à titre de chef de poste au sein de réseaux de représentation du Québec à l'étranger, notamment à Rabat, à Mumbai et à Washington. Bonjour, Monsieur Olivier. Je vous invite à vous asseoir devant. Bonjour, Dominique Anglade. Madame Anglade, vous êtes ancienne chef du Parti libéral du Québec. Avant d'y accéder, vous avez été vice-première ministre et ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation. Avant votre vie en politique, vous avez notamment été la directrice générale de Montréal International. Et depuis 2023, vous êtes professeur associé et co-leader à la direction de la transition durable au HEC à Montréal. Vous êtes aussi mon ami, je crois que ça, c'est digne de mention aussi. Bonjour Dominique, je vous invite à vous asseoir, à prendre place. Bonjour David Morin, bienvenue. Vous êtes professeur titulaire à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Vos champs d'expertise et votre expérience professionnelle portent sur les questions de sécurité nationale et internationale. Vous êtes aussi, Monsieur Morin, co-titulaire de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. C'est une unité membre de l'IEIM. C'est d'ailleurs à ces titres qu'on vous voit régulièrement dans les médias québécois pour analyser et pour commenter les questions de sécurité et d'extrémisme. Je vous invite à prendre place devant. Alors aujourd'hui, encore merci à vous quatre d'être là. On veut vous entendre, on veut entendre vos réflexions sur les bouleversements mondiaux. Évidemment, comment est-ce que ça affecte le Québec? Comment est-ce qu'on doit se positionner? Et de quoi devrait-on s'inspirer justement pour cette nouvelle politique internationale dont le Québec se dotera sous peu? Je vais commencer avec vous, Madame Saint-Pierre. Vous avez dit dans la presse au mois de mars dernier, « Réfléchir sur l'action du Québec dans le monde ne peut se faire sans s'approprier et porter la vision de Paul Guérin-Lajoie. » Parlez-nous de cette vision, ce qu'elle veut dire pour vous aussi, et puis 60 ans, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? On a combien d'heures? Plusieurs. Tout d'abord, je vous remercie pour la tenue de cet atelier. Je pense que c'est fort important de parler de cette œuvre de Paul Guérin-Lajoie. Et je veux aussi saluer les personnes qui sont ici aujourd'hui. Tout d'abord, juste une petite parenthèse, j'ai une relation très émotive par rapport à Monsieur Paul Guérin-Lajoie parce que les hommes et les femmes de ma génération ont compris que c'est grâce à lui que nous avons pu avoir accès à l'éducation. Il a été celui qui a créé le premier ministère de l'Éducation au Québec. Je le dis parce qu'il y a bien des gens qui s'en souviennent pas, je pense. Et Paul Guérin-Lajoie avait beaucoup d'ambition pour le Québec. Il voulait que le Québec rayonne sur la scène internationale et sa doctrine était selon laquelle ce qui est de compétence ici au Québec, bien, est de compétence partout sur la planète. Donc, en conclusion, on peut signer des accords. Alors, sur cette base et par la suite, tous les gouvernements qui ont suivi ont toujours respecté et voulu faire grandir et évoluer la doctrine Guérin-Lajoie. Et on a, peut-être, vous me corrigerez, Monsieur Sans-Chagrin, mais quand j'ai quitté le ministère, on avait plus de 700 accords de signés avec nos partenaires internationaux. Alors, c'est quelque chose qui a vraiment, vraiment grandi et toujours dans l'esprit de faire évoluer, faire rayonner le Québec, faire en sorte que ce que nous faisons ici au Québec
puisse être appliqué ailleurs aussi, toujours dans le respect, bien sûr, mais qu'on puisse échanger, bien sûr, sur le plan commercial, mais aussi éducation, santé. On a fait énormément de choses. Alors, je pense que pour nous, aujourd'hui, on peut dire merci à M. Paul Gérin-Lajoie et il faut que cette œuvre de Paul Gérin-Lajoie se poursuive, continue. Et je suis très certaine que la prochaine politique internationale sera inspirée encore de Paul Gérin-Lajoie et je l'attends avec beaucoup d'impatience. J'aimerais vous entendre sur ça. 60 ans de cette doctrine, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Et vous espérez voir quoi de cette nouvelle politique internationale? Monsieur Olivier? Vous pouvez nous révéler des secrets, Alain? C'est certain, c'est certain que le lancement d'une nouvelle politique internationale, c'est vraiment un aggiornamento de notre vision du monde. Ça fait en sorte que on doit pouvoir concilier les objectifs principaux du Québec en matière de développement économique, en matière de rayonnement culturel, en matière d'éducation, avec l'état du monde tel qu'il est aujourd'hui. Et justement, en préparant la conférence, ce qui est le plus frappant à l'époque où Paul Gérin-Lajoie prononçait sa doctrine, on était encore à l'époque de la guerre froide. Et donc, il y avait deux grands blocs qui structuraient les relations internationales. Aujourd'hui, on a une remise en cause, en bonne et due forme, du droit international, du multilatéralisme, de la solidarité internationale, dont je vais parler tout à l'heure. On a aussi une volonté qui émerge de plus en plus de la part des pays du Sud global, si on peut les appeler ainsi, d'avoir une autonomie d'action, de définir leur propre avenir, de ne pas se faire dicter leur choix par l'Occident. On en est rendu au point, dans le désordre mondial dans lequel nous sommes aujourd'hui, si on peut encore parler d'une communauté internationale. Et dans tout ce contexte, c'est important de marquer le temps et de pouvoir identifier quelles sont les valeurs puis les priorités importantes que nous avons à notre échelle, gouvernement du Québec, comme étant une province du Canada, pour définir où on propose, quelle est notre vision du monde, qu'est-ce qui ancre nos actions et quelles sont les alliances sur lesquelles on veut travailler. Il est certain, le sous-ministre en parlait dans son allocution, la diversification des partenariats, la diversification économique pour un pays, un État qui est encore très dépendant sur les États-Unis est fondamentale. Et il faut que ça se retrouve là. Mais dans une politique internationale, on veut également réaffirmer les principes de 1965, c'est-à-dire que le Québec, dans ses champs de compétences, est autonome de signer des ententes, d'ouvrir des représentations à l'étranger, de représenter les intérêts de ses citoyens sur les dossiers qui comptent et parfois d'aller un peu plus loin que la doctrine pour se prononcer sur des enjeux qui interpellent ses citoyens. Donc, on souhaite tous... la politique internationale en fait, ce n'est pas une fin en soi, c'est un début d'une conversation et une occasion de prioriser et d'indiquer quelles sont les valeurs et les intérêts qui nous tiennent le plus à cœur. C'est ce que je souhaiterais voir dans la nouvelle politique. Merci. Madame Anglade, Monsieur Olivier parlait de la vision mondiale du Québec, point de vue économique et avec ce qui se passe géopolitiquement parlant,
particulièrement aux États-Unis. Comment est-ce que la vision mondiale économique du Québec doit s'ajuster? Alors, merci de l'opportunité de me joindre à ce panel. Je commencerai par dire que la chose la plus préoccupante, c'est toute cette polarisation et ce qu'elle entraîne. On est dans un contexte où on est passé d'un environnement dans lequel il y avait de la confiance, où on est fondamentalement méfiant aujourd'hui, méfiant de nos dirigeants, méfiant de nos institutions. On est passé également d'une société dans laquelle il y avait un relationnel avec l'autre qui devient maintenant extrêmement transactionnel. Donc, on n'est plus préoccupé. Alors, c'est un exemple, mais il y en a plein. Oui, on veut aller sauver les Ukrainiens, mais est-ce que je peux avoir accès aux métaux rares? Parce que c'est une notion de transaction. Et un autre élément qui m'apparaît essentiel d'un point de vue démocratique, c'est le fait qu'on remplace la justice par une espèce de régime autoritaire où la justice est constamment remise en question. Et dans ce contexte-là, où l'économie est complètement bouleversée, malheureusement, on parle d'économie de guerre versus une économie de paix, il va falloir qu'il reste dans le monde des phares qui persistent et qui signent, qui disent on n'accepte pas ce qui est en train de se produire, il va falloir qu'on porte une voix forte. Et moi, je crois que ce serait un beau cadeau à offrir, non seulement aux Québécois, mais au reste du monde, de s'ancrer dans cette logique et de se dire, le 60 ans qu'on a passé, peut-on le porter plus loin avec nos valeurs? Et quand je dis nos valeurs, je veux quand même mettre un bémol parce qu'il ne faut pas avoir le complexe de la bien-pensance et de dire nous avons les valeurs occidentales qui sont les meilleures et les droits de l'homme, c'est chez nous, on connaît ça. Il faut être capable de s'adapter aussi à ce qui se passe dans le reste du monde parce que la raison de la polarisation vient aussi du fait qu'on se campe dans cette bien-pensance sans prendre en considération ce qui se passe réellement ailleurs. Alors, moi, j'aimerais que ce Québec, justement, fasse preuve d'audace, d'ouverture, surtout pas de repli, et soit capable d'aller dire, moi, je veux contribuer à ce nouvel ordre, parce que les Nations unies, telles que ça existe, ça ne restera pas comme ça. Tout va être défini dans 5 ans, dans 10 ans. On ne sera plus dans la même situation qu'on connaît aujourd'hui. Et j'aimerais beaucoup voir le Québec à la table de ce nouvel ordre qui a besoin de se définir. Voilà. Merci, M. Morin. Madame Anglade a parlé d'économie de guerre versus économie de paix. Avec vos spécialités sur la sécurité, sur la radicalisation, ce qui n'est pas banal du tout. On voit qu'il y a des montées importantes partout à travers le monde. Comment, selon vous, basé sur ça, la vision mondiale du Québec doit s'ajuster? Tout d'abord, merci aussi pour l'invitation. Laissez-moi vous raconter une anecdote qui m'est revenue en tête, en fait, au moment où on a annoncé la nomination d'un tsar du fentanyl récemment ici. Je me suis souvenu, j'ai remonté 20 ans en arrière, à l'époque où j'enseignais des charges de cours, d'ailleurs ici même à l'UQAM, sur les relations internationales du Québec. D'ailleurs, les étudiantes et les étudiants trouvaient ça assez drôle qu'un immigré d'origine française leur parle des relations internationales du Québec. Écoutez, tout peut arriver en ce bas monde. Mais je leur faisais lire l'énoncé de politique internationale de 2006 du Québec. Et dans l'énoncé de politique internationale de 2006 du Québec se trouvait un des piliers de l'action internationale du Québec qui s'appelait « Contribuer à la sécurité du Québec et de l'Amérique du Nord ». On était évidemment là dans les décombres des attentats du 11 septembre et il y avait déjà une tension avec le voisin américain entre cette espèce de balancier, assurer le commerce mais montrer patte blanche sur le plan de la sécurité. Et quelques années plus tard, quand j'ai été engagé à l'Université de Sherbrooke, la Sûreté du Québec m'a invité à participer à des ateliers entre les officiers de police de la Sûreté du Québec et ceux du Vermont State Police en région frontalière pour finalement être capable de se parler et de voir comment les policiers pouvaient collaborer sur des enjeux de transfrontaliers. Donc tout ça pour vous dire qu'il y avait déjà
à cette époque-là des enjeux importants qui se présentaient en matière de sécurité transfrontalière. Alors aujourd'hui, évidemment, le portrait a changé complètement. Et puis, Monsieur Sancartier l'a décrit, mes collègues l'ont décrit, François en a parlé, vous en avez parlé vous-même. Le contexte est radicalement différent, marqué par beaucoup de volatilité sur le plan de la sécurité. Les risques ordinaires n'ont pas disparu, mais se sont ajoutés des risques nouveaux, notamment évidemment l'ingérence étrangère, la désinformation accélérée évidemment avec l'intelligence artificielle, et Dominique en parlait à l'instant, ça génère évidemment beaucoup de polarisation sociale, ça détricote notre tissu social dans une certaine mesure, ça monte les gens un peu les uns contre les autres. La question de la cybersécurité s'est ajoutée. Également les dangers qui se multiplient quand on va à l'étranger, les événements climatiques extrêmes qui compliquent beaucoup les missions de nos diplomates québécoises et québécois à l'étranger. Donc tout ça, c'est l'environnement dans lequel on est aujourd'hui. Mais quelque part, tout ce contexte-là offre beaucoup d'opportunités. Je pense à l'action internationale du Québec. Et je pense que le ministère des Relations internationales et de la francophonie, mais plus généralement l'action internationale du Québec, a toujours fait preuve d'une très grande agilité. Et depuis que je la côtoie, depuis 20 ans, elle fait beaucoup de choses avec des moyens, si on la compare à d'autres diplomaties internationales, bien moindres. Et donc je m'attends finalement de cette nouvelle politique qu'elle prolonge ce qui a déjà bien été fait dans une certaine mesure, qu'elle valorise le savoir-faire du Québec, qu'elle identifie des niches, des opportunités. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'opportunités à l'heure actuelle sur le plan économique, mais sur le plan sécuritaire aussi. D'ailleurs, je dois le dire, le ministère des Relations internationales et de la francophonie est monté vraiment en puissance sur la gestion du risque et de la sécurité à l'étranger depuis plusieurs années, avec la collaboration de l'OCA, de François Audet, de son équipe, etc., a doté sa fonction publique de moyens et d'outils très importants pour gérer ces éléments-là, pour être capable de faire de l'analyse de risque, etc. Donc je pense que le chemin est pavé, et dans ce monde incertain, marqué évidemment par un peu notre principal allié, qui est presque du jour au lendemain devenu notre adversaire, je suis assez confiant que l'action internationale du Québec va trouver sa voie, va être le phare un peu, ou un des phares dans la période sombre qui marque l'actualité aujourd'hui. Donc je vous dirais, puis je pourrais revenir sur quelques éléments plus précis, j'en ai en tête, mais c'était au moins l'AIUS introductif que je voulais faire. Avec plaisir, on va y revenir tout à l'heure. Madame Saint-Pierre, Monsieur Morin a parlé d'opportunités, puis chaque crise ouvre la porte à des opportunités. Avec ce qu'on a entendu et ce que vous savez, votre expérience, est-ce que vous croyez que ce qui se passe maintenant nous force à peut-être revoir comment le déploiement des représentations étrangères du Québec? Est-ce qu'on devrait avoir de nouveaux alliés, de nouveaux genres d'alliés? Si oui, qui et comment? En fait, bien sûr, on parle beaucoup de diversifier le commerce, de diversifier nos échanges. Et je pense qu'effectivement, il va falloir être moins dépendant des États-Unis. Quoique les États-Unis, c'est notre principal partenaire et il est à la porte à côté. Alors, on a quand même des équipes sur le terrain aux États-Unis qui sont vraiment très dédiées, dévouées, professionnels. Il y a des bureaux qui ont été aussi ouverts. Il y en a d'autres qui ont vu leur statut prendre du galon. Et je pense que ça c'est une bonne chose. Il faudra bien sûr aller peut-être du côté de la Scandinavie. On n'a pas de délégation en Suède, par exemple, et il y a des rumeurs que bientôt, on va peut-être avoir une annonce à ce sujet. Monsieur Olivier, vous confirmez? Et alors, je vais peut-être aller voir. Il ne faut pas perdre de vue l'Afrique. Oui. Nous sommes membres de l'Organisation internationale de la francophonie et nous avons un rôle à jouer au sein de la francophonie. Nous avons mis les pieds en Afrique officiellement lorsque j'étais là. Puis c'est pas pour me vanter, c'est parce qu'il fallait que ce que nous disions en francophonie fasse en sorte qu'on pose des gestes concrets. C'est la raison pour laquelle on a ouvert une délégation générale du Québec à Dakar. Alors, il ne faut pas non plus oublier
ses partenaires d'Afrique subsaharienne et également du nord de l'Afrique. Et on voit aussi en Afrique que la Russie et la Chine font beaucoup. Et je pense que le Canada devrait faire plus pour être capable d'aller aussi sur ce continent-là. Alors, c'est complexe. Ce qui m'inquiète, et je ne veux pas être trop longue, mais ce qui m'inquiète, c'est la question de l'immigration. Vous l'avez très bien, en avez parlé dans votre discours tout à l'heure. Puis, cette semaine, je mangeais avec quelqu'un qui connaît bien le dossier des douaniers parce que cette personne-là a travaillé pour les Douanes Canada. Et on me parlait d'une vague. Là. Il y a une vague importante qui s'en vient. Les immigrants qui arrivent ici, les demandeurs d'asile, les derniers mois, ça a beaucoup augmenté. Ils sont peu refoulés. On m'a dit on ne les refoule pas parce qu'on ne veut pas d'image de télé de Canadiens qui refoulent des personnes qui demandent l'asile. Mais une fois que les élections fédérales vont être terminées, semble-t-il que les scénarios sont qu'il va y avoir qui vont être refoulés. Une fois refoulés, ils vont aller où? Qu'est-ce que les États-Unis vont en faire? Et hier, dans le New York Times, on me disait qu'on allait annuler tous les numéros de sécurité sociale, les comptes de banque, les cartes de crédit des personnes qui sont sous le coup de ne plus être bienvenue sur le territoire américain. Donc, ça veut dire que on va avoir un défi de ce côté-là, puis il va falloir qu'on s'ouvre. Il va falloir qu'on s'ouvre et qu'on le fasse de façon très humanitaire. Je sais que ça va polariser la population, mais il va falloir que le gouvernement prenne un leadership important parce que ça va venir, puis il faut qu'on soit ouvert aux autres, même si parfois ça peut représenter d'énormes défis, santé, éducation, logement. Mais il faut absolument qu'on se prépare et qu'on soit ouvert à cette situation qui s'en vient. Ce que vous décrivez beaucoup, en plus d'empathie, c'est cette solidarité dans l'action internationale. Et puis, Monsieur Olivier, j'aimerais vous entendre sur l'évolution justement de la place accordée à ces enjeux de solidarité de l'action internationale du Québec depuis 60 ans. Oui, merci beaucoup. En fait, je vais répondre à la question en tandem avec celle que vous adressiez à Mme Saint-Pierre juste avant. Donc, que le contexte international amène de nouvelles opportunités puis un besoin de travailler différemment. Comme on est tous au courant que l'Agence de développement international américaine essentiellement a démantelé ses activités depuis le 20 janvier. Et ça fait en sorte que ce changement, puis la diminution, les choix difficiles que beaucoup d'autres pays doivent faire, notamment en Europe en matière de développement international, font en sorte que il y a vraiment une remise en question de l'aide au développement, de la solidarité telle qu'on la pratique aujourd'hui. Je crois aussi qu'il y a beaucoup de scepticisme dans l'opinion publique pour savoir est-ce que l'aide internationale a tenu ses promesses. La solidarité, ce n'est pas un substitut pour du développement économique. Tous les pays qui s'en sont sortis, qui ont atteint un niveau de développement économique supérieur, l'Inde, la Chine, la Corée, ont utilisé la croissance pour générer de la prospérité. Donc, cela étant, la solidarité, les programmes d'aide au développement, et dont ceux du Québec, sont une condition essentielle pour amener les pays partenaires en développement à avoir des systèmes de santé plus robustes, des systèmes démocratiques plus résilients, puis des systèmes d'éducation qui produisent des diplômés qui ont des compétences en phase avec les besoins du marché du travail. Donc, aujourd'hui, le gouvernement du Québec dispose d'un programme de coopération internationale qui
s'appelle Québec sans frontières, qui a une double vocation, qui fait du financement par projet à l'égard d'Haïti, notamment dans le cadre du plan d'action gouvernemental, mais qui aide aussi les organismes de coopération internationale à réaliser leur mission et qui sert pour beaucoup de fonds de roulement pour leur permettre de générer leurs activités. Vous avez posé la question sur l'évolution au cours des 60 ans. Le Québec pratique, le gouvernement du Québec a une pratique en matière de solidarité vraiment depuis les années 90. Et nous sommes très fiers de ce que nous faisons. Nous avons maintenant cette approche qui est axée à la fois sur l'appui au mandat des organismes, mais aussi sur les projets. Mais l'expérience du Québec en solidarité prédate très largement l'action du gouvernement. Elle prend ses racines dans les années 50 et 60, beaucoup dans l'action que les ordres religieux avaient à l'époque. Et c'est à partir de là que, dans la laïcisation de notre société, que les organismes de coopération internationale, nous, se sont développés avec la fondation de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale en 1976. Puis je salue la directrice générale Michel Hassin, qui est parmi nous. Et depuis cette époque, qu'est-ce qui est la carte de visite du Québec? Ce n'est pas le fait que nous avons des millions de dollars à dépenser en solidarité. Notre marque de commerce, c'est la méthode. La méthode, c'est de travailler étroitement avec les organismes de coopération internationale, de construire avec eux les programmes, dont QSF, et les priorités en matière de développement international. Et je salue le milieu de la solidarité et notre action aussi. On a été très en avance du phénomène de la localisation de l'aide. On a voulu très tôt travailler avec les organismes de coopération pour aider les organismes locaux et les partenaires locaux dans les pays où nous travaillons, en francophonie et à Haïti, à développer leur propre capacité autonome. Maintenant, je nous ramène en 2025, puis à USAID. Le système actuel de l'aide internationale est en train de craquer. Il ne peut plus être dépendant sur des grands bailleurs de fonds étatiques. Il faut diversifier nos partenariats, il faut militer et faire l'argument dans l'opinion publique sur l'importance de la solidarité. Pour nous, concrètement, au Québec, il y a une centaine d'organismes et ça représente 1000 emplois et près d'1 milliard de chiffre d'affaires en termes de projets sur lesquels nos OCI travaillent, dont la Fondation Paul Gérin-Lajoie et des dizaines d'autres. Et cette diversification-là, elle passe par des partenariats multi-acteurs, donc pas juste axés sur le gouvernement, mais axés sur les entreprises, les établissements universitaires, sur des projets de développement. Et là-dessus, le Québec a des choses à apprendre parce que d'autres États, la France, mais beaucoup d'autres, ont une approche qui est plus intégrée, d'avoir une approche qui combine l'expertise publique, le savoir-faire des entreprises, des organismes de coopération internationale dans une seule offre de services Québec. Ça, c'est quelque chose qu'on doit développer dans les prochaines années, vu que les grands bailleurs de fonds ne seront plus au rendez-vous de la même façon. Le dernier point que je veux soulever, c'est le nerf de la guerre, c'est le financement des actions en matière de solidarité, vu le constat que je dressais au départ, que l'aide publique au développement est en crise. Pour nous, dans mon équipe, mais au ministère, ça passe par le développement de mécanismes financiers innovants pour soutenir des actions solidaires. Et j'en nomme un, c'est le Fonds d'investissement en solidarité internationale du Québec. C'est un fonds qui a vu un investissement du gouvernement du Québec, mais beaucoup d'investissements
par les organismes eux-mêmes qui ont décidé, on met ensemble, on combine nos ressources, et ce fonds-là, qu'est-ce qu'il fait? Il vise à appuyer financièrement des projets portés par les partenaires locaux dans les pays en développement où nous travaillons. Donc, pour résumer, notre historique sur le plan, sur les derniers 60 ans, ça part du milieu, ça part des OCI, les actions gouvernementales, maintenant, renforcent cette capacité, et face au contexte actuel, il faut qu'on travaille en partenariat avec de nouveaux partenaires en diversification et aussi développer des moyens financiers propres qui sont moins dépendants d'une poignée de bailleurs de fonds. Merci. David et Dominique, j'aimerais vous entendre parce que Alain a parlé de les bailleurs de fonds qui ne sont plus au rendez-vous. On le sait, le président américain a sabré dans la USAID. Pierre Poilievre, s'il est élu, a dit qu'il allait aussi sabrer dans l'aide internationale. Je pense que c'est important de mettre en contexte qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, pour la sécurité, pour la radicalisation, quand il y a moins d'aide internationale. Dominique, vous avez une fondation sur le terrain en Haïti. Vous savez ce que ça veut dire d'accompagner des communautés. Mettez en contexte qu'est-ce que ça veut dire quand il y a moins d'aide internationale de pays riches. Je vais peut-être commencer d'abord par parler des opportunités, parce que je pense qu'il y en a une qui m'apparaît évidente, et c'est toute la question des universités. Lorsqu'on voit ce qui se passe présentement aux États-Unis, le Québec a une opportunité en or d'aller attirer des chercheurs qui sont préoccupés par quels enjeux? Les enjeux qui nous interpellent d'un point de vue des valeurs, que ce soit en transition durable, que ce soit sur les questions d'inclusion, et même toute autre question, la question des genres, etc. Donc, je pense qu'il y a un positionnement qui est très fort à prendre avec nos universités à l'international, et les gens seront à l'écoute. Christine parlait tout à l'heure du continent africain. Moi, j'y reviens, j'étais là il y a une semaine. Les opportunités sont énormes pour nous d'aller justement avec nos universités être présentes. Alors, ceux qui me connaissent savent que j'aurai toujours un petit cœur qui bat pour l'UQAM parce que mon père était là dès les débuts de l'UQAM. Cela dit, permettez-moi de dire que HEC vient de lancer, par exemple, l'école des dirigeants en Afrique avec des partenariats, avec des partenaires africains sur le terrain pour aller justement faire des ententes. Je suis sûre que l'ESG va vouloir se joindre à une telle initiative. Mais le message là-dedans, c'est de dire que la dernière chose que nous avons besoin de faire, c'est de fermer nos portes. Au contraire, on doit les ouvrir et aller chercher ces chercheurs, chercher ces personnes qui peuvent étudier chez nous pour pouvoir renforcer tout le tissu et être encore une plus grande force de frappe. Haïti. Haïti, il y a tellement de choses à dire. Je vais commencer par le fait que les gens disent Haïti, ça ne marche jamais, on investit, ça ne marche jamais, et ça justifie le fait qu'il n'y a rien qui se passe aujourd'hui. C'est une aberration qu'il y ait 500 ou 1000 Kenyans sur le terrain aujourd'hui, alors que tu as un État qui est en train de s'effondrer complètement. Quand les gouvernements, et quand le gouvernement du Québec avait décidé d'investir et de s'impliquer, etc., il y a eu des résultats. En 2009, on se rappellera qu'il y avait des élections qui avaient été faites par rapport à Haïti. Et au-delà même de l'USAID, de l'USAID qui décide de se retirer, on est face à un pays avec 12 millions de personnes où il n'y a aucune capacité pour le pays de se relever sans soutien international. Et envoyer 1000 personnes, c'est rire du monde. C'est littéralement rire du monde. Et on ne pourra pas dire qu'il n'y a pas une catastrophe annoncée. Je pèse mes mots quand je dis ce que je vais dire. Quand ce qui s'est passé au Rwanda s'est passé pour des raisons ethniques, tout le monde s'est dit « Ah ben oui, mais finalement, quelqu'un avait tiré l'alarme, mais finalement, on ne l'a pas vu, puis la catastrophe est arrivée. » Si on ne fait rien présentement, c'est une catastrophe monumentale qui est annoncée. Le retrait de l'USAID là-bas, fait en sorte que ça accélère concrètement les projets. Moi, je suis proche de plusieurs personnes qui ont des projets là-bas. Les projets s'effritent, ils n'ont plus de financement, les gens n'ont plus de moyens, plus d'argent, et on est rendu dans une spirale où il faut intervenir.
Et ça nous rappelle notre responsabilité d'un point de vue humanitaire. Lorsque les gens disent on va les retourner chez eux, mais il n'y a même pas d'aéroport ouvert, je veux dire sérieusement. Non, je regrette, il y en a un. Ah, là, non, Cap-Haïtien, OK. C'est un aéroport international qui fonctionne bien. OK. J'étais là il y a 3 semaines. OK, mais Martine, Port-au-Prince est pris par 80, et puis on a envoyé des hommes. Il n'y a pas un chef de gang qui a été arrêté. Sérieux, c'est un scandale. Alors, je veux bien, mais l'aéroport international de la capitale reste fermé. Donc, il y a quand même un message très fort à envoyer par rapport à Haïti et, évidemment, dans les autres régions du monde. J'étais en Éthiopie. Ça a un impact direct sur tous les programmes qu'ils ont sur le terrain. On va revenir sur certains points, mais j'aimerais, David, vous entendre sur que veut dire ça ressemble à quoi quand on coupe l'aide internationale? Est-ce que vous avez peur de ce que ça peut vouloir dire pour la radicalisation, pour les actes violents? Parlez-nous de ça un peu. Oui, d'abord, je ne vais certainement pas me mêler d'Haïti, là, j'ai compris. C'est pas vraiment de mes affaires. Mais on est dans la même équipe, Dominique et moi. C'est de mes affaires, non, absolument. Je ne parlerai pas non plus de bailleur de fonds, puisque le mien est devant moi. Donc, ceci dit, oui, en fait, je pense qu'il y a un grand mythe chez les gens qui disent qu'il faut fermer les frontières et arrêter l'aide internationale, c'est celui qu'on vivrait sur une île, ce qui n'est évidemment pas le cas. Alors, il y a beaucoup de bonnes raisons, évidemment, pour continuer l'aide internationale. La première, il faut le rappeler, puis je ne vais certainement pas faire ici un cours d'histoire, mais ça s'appelle l'accumulation primitive du capital. C'est oublier... pas vraiment que je sois marxiste, mais c'est oublier que les sociétés industrielles se sont aussi bâties sur l'exploitation des ressources d'un grand nombre de portions du continent et que c'est comme ça qu'on a en partie développé notre richesse. Et 200 ou 300 ans à l'histoire de l'humanité, c'est assez court. Donc je pense que ça, c'est la première chose qu'il faut conserver à l'esprit quand on aime un tout petit peu l'histoire économique. Le deuxième élément, évidemment, c'est que si on abandonne des sociétés à leur triste sort et que on laisse finalement la pauvreté endémique, des systèmes s'effondrer, etc., pour minimalement ceux qui disent qu'on a un souci avec la question de l'immigration, c'est évidemment, on pousse les gens à vouloir quitter pour des raisons simples de survie les pays auxquels ils appartiennent. Donc si on veut être un tant soit peu, et là je ne parle même pas d'humanisme ou de solidarité, stratégique dans la façon de gérer les affaires du monde, on n'a pas le choix d'aider, d'appuyer des pays à essayer évidemment de créer un tissu social, de bâtir des régimes politiques qui représentent les intérêts de leur propre société, avec ce que Madame Anglade disait tout à l'heure, et ça je suis quand même extrêmement sensible à cet argument-là, notamment dans une posture décoloniale, en faisant évidemment attention à ne pas penser que notre modèle est universel, qu'il est le meilleur, qu'il est évidemment imposable partout. On a déjà fait cette erreur dans un certain nombre de pays, l'Afghanistan et l'Irak récemment pour ne pas citer. Ça ne nous a pas été vraiment, je dirais, ça n'a pas été un succès. Donc sur le plan de la sécurité internationale, on le voit à l'heure actuelle, en ce moment, ce qui se passe dans un certain nombre de pays qui sont en déliquescence, c'est qu'on a des organisations terroristes comme l'État islamique, comme Al-Qaïda, qui prennent pied dans des pays dans lesquels il y a 2 ans, on ne penserait pas qu'ils seraient. Donc ça, c'est déjà une réalité fondamentale sur le plan évidemment, la sécurité. On voit que le conflit israélo-palestinien chez nous génère des conséquences très immédiates avec évidemment des confrontations, avec des polarisations sociales, avec l'augmentation des crimes haineux, avec des tentatives d'attentats. La gendarmerie royale du Canada, dans les 2 dernières années, a fait beaucoup d'arrestations en lien avec ce conflit-là, de gens qui entendaient commettre des attentats ici ou aux États-Unis. Donc ce sont des exemples extrêmement concrets, si vous voulez, du nexus ou de l'importance ou du lien immédiat entre l'aide internationale, le développement international et les enjeux de sécurité. Et je pense que ça est probablement que nos responsables politiques, et puis j'entendais en introduction votre discours, je suis évidemment moi extrêmement sensible à ça parce que nous on observe ces polarisations-là sociales, on voit aussi l'importation de discours qui ne sont pas des discours
que moi j'entendais au Québec il y a 20 ans, qui nous viennent de nos voisins du Sud, qui nous viennent de la France. Et les réseaux sociaux permettent ça, d'ouvrir des canaux de communication, et on n'importe pas toujours les meilleures choses, on importe aussi des discours haineux, et on les voit quand même se multiplier, nous, sur les réseaux sociaux, des discours fortement déshumanisants, et des écosystèmes qui se structurent sur ces discours-là, anti-immigrants, et pas juste anti-immigrants, anti-femmes, anti-minorités sexuelles, climato-sceptiques, et j'en passe, et des meilleurs. C'est ce monde-là que nous, on observe depuis quelques années, qui gagne du terrain. Donc je pense que c'est cette connexion-là qu'il faut reconnaître. Le lien aussi entre sécurité intérieure, sécurité internationale, on appelle ça la glocalisation, hein, le fait que finalement des enjeux internationaux ont des impacts locaux. Et je pense qu'il faut faire cette démonstration-là à nos concitoyens et nos concitoyennes pour bien que les enjeux soient clarifiés sur ces questions-là. Et vous avez parlé de sécurité internationale. Là, vous venez de toucher aussi un petit peu à la sécurité transfrontalière. J'aimerais vous entendre sur ça. Madame Saint-Pierre a partagé une anecdote. Elle parlait des douaniers. Que souhaitez-vous voir une fois que l'élection fédérale est passée, que les caméras arrêtent de tourner? Vous souhaitez voir quoi en tant que politique frontalière de sécurité? Comment est-ce que le Québec peut d'abord se démarquer et gérer ce problème? Il est réel. Ce que Mme Saint-Pierre a dit, c'est réel. C'est vrai qu'il va y avoir un flux migratoire important. Oui, alors oui. Sur le plan du fentanyl, je vous annonce qu'on va arriver à régler le problème. C'est vrai que le Canada, d'ailleurs, produit un peu de fentanyl et un peu exportateur, mais pas vraiment aux États-Unis. Donc ça, on devrait régler ce problème qui n'en est pas réellement un. Sur la question de l'immigration, écoutez, je ne suis pas très, très optimiste à l'heure actuelle. Nous, on se souvient que un des événements récents qui a donné lieu à vraiment une montée des discours de l'extrême droite au Québec, et à une forme de normalisation de ces discours-là, vous vous souviendrez, c'était déjà les manifestations à Roxham. Donc on a l'impression de rejouer un petit peu dans le même film. Moi, je pense que ce qui va être majeur, évidemment, je le disais tout à l'heure, ça va être la responsabilité des politiques. Sur la relation avec les Américains, à l'heure actuelle, écoutez, c'est vraiment complexe. Ce qu'on entend, nous, du terrain, c'est que pour l'instant, c'est business as usual un petit peu, mais qu'on se regarde quand même en chien de fusil, qu'on ne sait pas trop sur quel pied danser avec les Américains à l'heure actuelle. Moi, sur le plan sécuritaire stricto sensu, je pense qu'on a une opportunité incroyable de s'autonomiser sur notre capacité d'analyse. En fait, je vous dirais que c'est assez surprenant qu'on soit surpris de la situation, de ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle. On a vécu une surprise stratégique qu'on n'aurait pas dû vivre collectivement, parce que les signes avant-coureurs étaient quand même là que ça allait arriver. Donc je pense que fort de ce constat-là, on doit développer nos capacités de compréhension et d'analyse fine de notre environnement national, international de sécurité. On doit développer aussi nos analyses prospectives, beaucoup plus que ce qu'on fait à l'heure actuelle, et nos capacités de collecte d'informations et de renseignements à l'étranger. Alors ça se fait en bon entendement avec le partenaire fédéral, parce que lui-même se retrouve un peu dans la même situation que nous. Donc je vous dirais qu'après l'élection, je m'attends à ce qu'il y ait des choses beaucoup plus structurantes qui soient mises en place. Sur la question de l'immigration, malheureusement, je ne m'avancerai pas à ce stade-là. Et je dirais même, pourquoi sommes-nous surpris alors que Hillary Clinton nous prévient depuis 2015 ? Fin de ma note éditoriale. Là-dessus, peut-être un commentaire, juste un commentaire là-dessus quand même. En matière environnementale, on est prévenu depuis 50 ans. Hein? Est-ce qu'on peut être surpris qu'aujourd'hui, il y a 50 ans, on avait 50 événements extrêmes dans le monde. Aujourd'hui, on en a 400. Est-ce qu'on peut être surpris? Je pense que tout ce qui se passe aujourd'hui, Trump n'est pas la cause, mais bien la conséquence de ce qu'on vit. Tout ce qui se passe aujourd'hui était prévisible à partir du moment où il y a eu l'effondrement, la chute du mur de Berlin, etc. Donc, je pense que quand le phénomène est tellement gros, a tellement d'implications, que notre intelligence collective n'est pas en mesure de tout appréhender ou de tout apprivoiser visiblement. Et c'est pour ça qu'on se retrouve
dans la situation actuelle, quelque part. Mais bon, Hillary Clinton était précurseur. Oui, aussi. Monsieur Olivier, je vous ai vu hocher de la tête lorsque David a dit c'est encore un peu business as usual. Est-ce que c'est votre expérience aussi? Je pense que tous les partenaires partout dans le monde remettent en question leurs approches à la sécurité, leur chaîne d'approvisionnement, leur façon de faire de la coopération internationale, parce que il y avait c'est un point qui est un peu plus philosophique, mais après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une certaine légitimité morale à la démarche de fonder les Nations unies, d'établir un ordre axé sur la coopération multilatérale, sur le droit international. Et ça a duré 70 ans. Et maintenant, aujourd'hui, on passe à un environnement international où, justement, ces règles de droit international sont remplacées par la création de rapports de force, de prédation par certains États auprès d'autres. Et pour les États comme le Québec, qui sont petits et qui doivent travailler en coalition, nous, la façon de nous adapter, c'est de chercher des nouveaux partenaires. Évidemment, on continue à collaborer étroitement avec des États américains qui sont nos premiers contacts aux États-Unis et vont le demeurer, mais aussi de travailler davantage avec le Comité européen des régions, développer nos liens sur le continent africain où on a énormément de choses qui sont en commun. Donc, tout le monde, toute la planète s'adapte au nouveau contexte. Et ce que ça nous apprend, c'est qu'en diplomatie publique, une réputation, ça prend des décennies à bâtir, mais ça peut prendre quelques mois à complètement détruire. Le sujet aujourd'hui n'est pas celui de l'immigration, mais comme ça a été abordé, je vais en parler. Les points qui ont été soulevés sont tout à fait importants et valides, mais c'est un dossier où, au niveau mondial, on n'arrive pas à trouver des bonnes solutions. On a une problématique en Amérique du Nord qui est réelle. On a également sur le continent européen des démarches qui ont pris des décennies à se développer pour fonder un pacte sur les migrations qui puissent être mis en œuvre l'an prochain, en 2026. Mais ça reste qu'il y a un problème d'acceptabilité sociale. Il faut le reconnaître. On ne peut pas se mettre la tête dans le sable. Donc, je pense que c'est de la responsabilité des gouvernements de trouver la jauge entre la capacité d'accueil, la capacité des infrastructures, l'acceptabilité sociale et, bien sûr, le devoir qu'on a comme être humain de solidarité, où il faut s'il y a des discours intolérants qui ont émergé, il faut reconnaître qu'on a touché une corde sensible, que monsieur tout le monde dans la rue trouve que ils veulent que les gouvernements reprennent le contrôle. Et maintenant, il y a une façon ordonnée, humaine de le faire. Et je crois que c'est à ça qu'il faut aspirer dans les politiques publiques qu'on développe. Dominique, je te vois... J'ai peut-être une réaction par rapport à ça. Lorsqu'on parle de l'immigration, je pense qu'il y a un lien qu'il faut qu'on établisse avec le développement qu'on fait puis l'immigration. Quand on regarde les prochaines décennies, il y a environ 19% de notre territoire global qui sera plus habitable parce qu'ils seront inondés, parce qu'il fera trop chaud, etc. 19%. Sur ce 19% de territoire-là habitent aujourd'hui 3 milliards d'individus.
Il n'y aura donc pas, on ne peut pas déplacer 3 milliards d'individus. Donc, il va y avoir des gens qui vont avoir des réfugiés climatiques qui vont partir, etc. Il va y avoir toutes sortes de raisons d'avoir des déplacés, mais on ne pourra pas bouger 3 milliards d'individus, ce qui renforce le message de dire qu'il faut absolument stabiliser les choses d'un point de vue local. Et je pense qu'il y a peut-être un discours à mettre de l'avant sur... Très bien, les gens veulent moins d'immigrants parce que, bon, il y en a trop, le discours, je n'ai pas besoin de vous le faire. Très bien. Mais la contrepartie de ça, c'est que si on veut y arriver, il va falloir qu'on s'implique pour que chacun soit bien chez soi aussi. Alors, il y a comme une espèce de dualité qu'il faudrait qu'on intègre davantage dans notre discours et de faire ce lien-là pour nous permettre d'avoir un discours qui soit minimalement cohérent. Parce qu'on ne peut pas faire ni l'un ni l'autre. D'autant plus, et je reviens à ce que tu disais tout à l'heure sur notre responsabilité historique, Global North, hein, le Nord global, c'est quand même développé grâce au Sud global. Donc, quelque part, reconnaître ça, je pense qu'il y a un discours qui est à créer, qui est à inventer. Pourquoi pas? Pourquoi ça ne se relèverait pas du ministère? Monsieur Sancartier, il me semble que c'est une bonne idée, ça, ce que je viens de dire. Hein? Je vous la propose, je vous la soumets. Vous mettez ça dans la politique, je vous la soumets. Voilà. Il y a des élections, hein, si ça vous dit de... Ah, mais moi, j'ai donné, hein? J'ai donné. Je vais passer à une dernière question parce que j'aimerais bien entendre les questions du public. Alors, la dernière, elle est pour vous tous. Le 20 mars dernier, c'était la journée de la francophonie et on a vu quand même le Mali, par exemple, le Burkina Faso, claquer la porte à l'Organisation internationale de la francophonie. On sait que ce sont des pays qui ont vécu des pushs militaires aussi. Il y a peut-être un lien, certainement. Pourquoi est-ce que le Québec doit encore être dans l'OIF? Qu'est-ce que ça veut dire et quel est notre rôle? Oui, c'est une organisation qui est très, très, à mon avis, importante pour le Québec. Oui, il y a des pays qui sont peut-être correspondent moins à ce que nous voyons comme démocratie ou principe ou valeur. Mais le fait d'être membre à part entière de l'Organisation internationale de la francophonie, c'est majeur pour le Québec. C'est la seule organisation dans le monde où nous avons notre membership. Nous sommes membres à part entière. Nous avons le même niveau que la France, le Canada et d'autres pays membres. Ça, je pense que c'est très, très important. Et dans le multilatéral, on peut, lors de ces rencontres-là, développer notre bilatéral. C'est-à-dire, par exemple, la relation Québec-Sénégal, la relation Québec-Maroc, la relation Québec-Côte d'Ivoire. Alors moi, c'est là que je vois l'intérêt de faire partie de l'Organisation internationale de la francophonie. Bien sûr, il y a des dossiers qui devraient être peut-être... on devrait parler, à mon avis, sur certains dossiers un peu plus forts sur la scène internationale. Comme lesquels? J'ai interpellé, à un moment donné, quand j'étais encore députée, au sujet du Haut-Karabakh. L'Arménie est membre de l'Organisation internationale de la francophonie. J'essaie de convaincre l'Organisation internationale de la francophonie de faire une déclaration forte, de convaincre les parlementaires de la francophonie qui sont au sein de l'Organisation de la francophonie de faire des déclarations fortes au sujet du Haut-Karabakh et l'Arménie. Puis, et on n'a pas vu non plus le leadership venir de la tête là, de secrétaire général. La question de l'Ukraine aussi. L'Ukraine aurait dû, à mon avis, avoir une place plus importante. Mais on dirait qu'on hésite à embarquer sur des dossiers qui peuvent créer des tensions lorsque les pays se rencontrent et tout ça. Il y a toutes sortes d'énigmes qui se passent. Mais pour nous, le Québec, si on regarde nos billes à nous, c'est à l'intérieur de cette organisation-là de développer nos capacités, de développer ce dans quoi nous sommes bons. Nous sommes bons en culture, nous sommes bons, évidemment, en français, on se bat pas mal très fort ici, pour on est capable d'avoir des bonnes idées puis des idées constructives. En éducation, en santé, il y a des domaines où on peut faire valoir notre expertise ici, et ça, c'est reconnu. Puis moi, je l'ai vu sur le terrain, je l'ai vu quand j'ai fait des missions. J'ai vu à quel point nous sommes reconnus et nous sommes respectés. Et ça peut nous ouvrir beaucoup, beaucoup, beaucoup de portes. Alors, c'est pour ça que je pense qu'on doit faire partie de l'organisation et demeurer là, continuer à travailler très fort, pousser les principes les plus démocratiques possibles. Et je termine en disant que
Notre place à l'UNESCO est importante aussi. Des gens, des détracteurs ont dit qu'à l'UNESCO, nous n'avions qu'un strapontin. Bien, l'UNESCO, on y travaille très fort. On a une représentation. Nous sommes à l'intérieur des bureaux là, du Canada, mais c'est pas grave. Il faut qu'on continue à faire notre petit bout de chemin parce qu'on est capable de développer là, des partenariats puis encore aller dans du multilatéral. Moi, c'est la façon dont je comprends. Là. Du multilatéral, on peut aller dans du bilatéral. Et je termine juste sur la question de la radicalisation. Moi, je pense qu'on va faire face à des problèmes de radicalisation très prochainement, très, très, très fort. La pauvreté, ça amène la radicalisation. La pauvreté, les gens qui vont vivre dans la clandestinité vont, à mon avis, être récupérés par des groupes terroristes qui vont se servir d'eux. J'ai lu récemment que le Hamas recrute des enfants de Palestiniens qui ont été tués dans des bombardements, des orphelins, qui vont devenir sont en train de les entraîner, qui vont devenir des combattants. Alors, il faut vraiment aussi se pencher sur la question de la radicalisation. Puis ça, le Québec, on est capable de faire beaucoup là-dessus parce qu'on a une très belle... on a une chaire de recherche qui travaille très fort. Excusez-moi, c'était mon alarme. Mais vous avez parlé tout à l'heure, Monsieur Olivier, vous avez dit le Québec a beaucoup de choses à apprendre, mais il a certainement aussi beaucoup de choses à enseigner. Est-ce que ça ne justifie pas aussi notre présence dans l'Organisation internationale de la francophonie? Et parlez-nous des autres secteurs dans lesquels nous avons des choses à enseigner aux autres. Oui, c'est toujours de pouvoir suivre après Mme Saint-Pierre sur les enjeux de la francophonie. Je voudrais juste nous ramener en arrière dans l'histoire. Donc, la francophonie institutionnelle en 1971, ce n'est pas une idée de la France. C'est une idée de 4 pays non alignés à l'époque. Donc, la Tunisie, le Niger, le Sénégal et le Cambodge, qui ont décidé, nous, on pense qu'on est capable de se rassembler entre nous pour développer des projets au sein d'une agence de coopération culturelle et technique et de prendre en charge notre propre destin dans une approche qui suit la décolonisation. Puis, moi, j'identifie le destin de la plupart des États membres de la francophonie comme suivant exactement la même démarche d'émancipation politique et économique que le Québec a suivi à la même époque, dans les années 60 et 70. Puis la francophonie, c'est un vecteur pour concrétiser ça. Maintenant, aujourd'hui, la francophonie touche à tellement de domaines. Elle touche au développement économique, avec un patronat francophone qui structure de tous les pays. Elle touche à la culture, avec TV5, qui est une réussite phénoménale, où les émissions québécoises sont parmi les plus regardées de la chaîne. En éducation, en enseignement supérieur, je salue la directrice de l'Institut francophone pour l'éducation et la formation, Mona Laroussi, qui est parmi nous ici aujourd'hui, et qui travaille à tous les jours pour former les enseignants dans les pays de la francophonie à pouvoir transmettre le français au niveau primaire, secondaire et à faire de la formation professionnelle et technique en français. Madame Saint-Pierre l'a bien dit, le Québec est membre à part entière de l'organisation et ça nous donne l'occasion de jouer un rôle de leadership, pas sur des questions théoriques. La francophonie, ce n'est pas une affaire de cocktail ou de dignitaire. Là, on a des enjeux en matière de culture, que nos produits culturels ne sont pas repérables sur Internet. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et là, on va réunir les ministres de la Culture de la francophonie à Québec au mois de mai pour développer un plaidoyer puis une coalition pour faire équipe, pour dire, nous, on résiste, on ne s'écrase pas face aux plateformes, on veut que nos contenus francophones soient reconnus et c'est par la francophonie qu'on peut travailler. Donc,
C'est simple. Je crois que on a pris acte la décision du Mali, du Niger et du Burkina Faso de se retirer de la francophonie. On le regrette. La porte est grande ouverte le jour où ils reconsidéreront. Je crois que le retrait masque d'autres problématiques de gouvernance, d'insécurité, de pauvreté, justement de démocratie, auxquelles c'est ça les racines du mal auxquelles il faut s'attaquer. Merci. J'avais dit dernière question, mais j'ai menti. Là, c'est la dernière question. Les enjeux dont on a parlé depuis tout à l'heure sont lourds. Je veux pas quitter comme ça. Monsieur Morin, Madame Anglade, qu'est-ce qui vous fait rêver? Parce que ce qu'on réalise avec les nouvelles, c'est la chance qu'on a d'être au Québec, comment on est bien comparé à d'autres États. Qu'est-ce qui vous fait rêver quand vous pensez au futur et la place du Québec dans le monde? Je vais bâtir un peu sur la question de la francophonie pour répondre à cette dernière question. C'est que moi, la francophonie, j'en suis, l'OIF, j'en suis, aucun organisme n'est parfait. Il faut qu'on continue, qu'on persévère. Mais moi, je pense aussi que, et sans être une spécialiste des questions des pays francophones africains, force est de constater sur le terrain quand même que les gens leur remettent beaucoup en question la question de la francophonie. Il y a une érosion de cette notion-là sur le continent africain, puis ne pas la voir, ce serait se mettre la tête dans le sable. Et donc, quand je vois ces pays qui se retirent, moi, je me dis, il faut qu'on retrouve aussi la pertinence. Alors, bien sûr, la culture, mais il y a des pays qui sont extrêmement préoccupés par le développement économique, par le développement d'entrepreneuriat des femmes, autant de questions sur lesquelles on a énormément de choses à dire et à contribuer. Alors, je pense que le volet économique, à mon avis, il est fondamental. Le volet environnemental, il est fondamental pour retrouver une pertinence dans cette association avec la francophonie. Autrement, on peut continuer à se dire, ben c'est important, c'est important, c'est important, mais si les gens te quittent, à un moment donné, il va falloir que tu aies une conversation, puis tu te dises, qu'est-ce qu'on est capable de faire pour aller trouver? Et on a la capacité d'agir. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait la méthode. On a moins de méthode. Et on n'a pas ce passé colonialiste. Et en plus, moi, ce que je vois beaucoup dans le rejet de ces pays-là, c'est un discours colonialiste qui perdure aujourd'hui. Les propos du président Macron étaient totalement déplacés, inacceptables. Donc, ça aussi, ça fait en sorte que les gens, ils ont dit, attends une minute, là, on n'a plus besoin de vous comme on avait besoin de vous si un jour on a eu besoin de vous. Et donc, je pense que c'est aussi un test de la réalité qu'il faut passer par rapport à ça. Mais je suis optimiste dans la capacité du Québec à agir s'il décide d'intégrer toutes ces idées-là dans cette magnifique politique, M. Sankara. Alors, est-ce que, pour résumer, est-ce que je peux dire que votre rêve, c'est de voir un plus grand leadership, de voir le Québec prendre plus de place? Moi, c'est toujours plus grand leadership, plus de place, plus d'ambition, plus d'audace. Oui, c'est vrai. Mais... Monsieur Morin, qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce qui vous donne espoir dans le futur et la place du Québec? Oui, moi j'ai le sommeil tellement lourd que je me rappelle jamais de mes rêves. Donc, oui, effectivement. Je voudrais revenir un micro-point sur la francophonie, pour la pertinence de la francophonie. Vous savez, dans les années 2000-2010, il y avait beaucoup d'opérations de paix de l'ONU qui étaient déployées dans des pays francophones. Et il y avait un gap majeur, en bon français, entre le déploiement de capacités militaires, policiers, dans une moindre mesure civile, non francophones, et les besoins francophones. Et à l'époque, dans une autre vie, moi je travaillais pour un centre de recherche dans une université, mais j'étais également... je travaillais pour ce qu'on appelait le Centre Pearson à l'époque, qui était financé par le fédéral. Et il y a eu une collaboration importante entre le Québec, le fédéral et l'Organisation internationale de la francophonie et nos partenaires africains, notamment à l'époque l'école de maintien de la paix de Bamako. Et on allait chaque mois à Bamako pour contribuer à la formation de militaires francophones pour les déploiements dans les opérations de paix. Et des militaires qui venaient de toute l'Afrique de l'Ouest, etc. Et on a réussi au départ à résorber quand même ce gap-là et je dirais, contribuer positivement au renforcement des capacités francophones pour les opérations de paix. Donc ça fonctionne.
parfois, pas toujours, évidemment. Sur la question du rêve, le rêve, je ne sais pas, mais j'ai quand même une note optimiste, c'est que souvent, ce sont dans les crises que les sociétés se révèlent. On en a traversé une grosse il y a quelques années avec la pandémie, qui a révélé évidemment des polarisations aussi dans la société, mais qui a révélé aussi une solidarité réelle au Québec. Et aujourd'hui, face à la politique américaine, à M. Trump, à cet allié qui est devenu un adversaire en peu de temps, on voit aussi, quand on regarde les sondages d'opinion, quand on regarde les discours, que ce soit au Québec, au Canada, un certain bon sens. On voit aussi une certaine solidarité. On voit aussi qu'il y a finalement une compréhension quand même de ce qu'on est en train de vivre. Et je pense qu'on doit absolument bâtir là-dessus. Moi, comme Français d'origine, je dis souvent à la blague que je pense que le Québec et la société québécoise et la société canadienne, et puis je dissocie les deux, mais je suis obligé de parler de ces deux sociétés-là en même temps, sont en avance sur bien des démocraties et qu'elles ont beaucoup de facteurs de protection. Et je suis d'accord avec la ministre Saint-Pierre quand elle parle évidemment des risques associés aux polarisations, à la radicalisation. Écoutez, nous on le voit, c'est notre travail, mais on voit aussi qu'il y a quand même beaucoup de facteurs de protection. Donc je pense qu'on est aussi capable d'exporter ce message-là à l'étranger. Je pense que le Québec peut le faire. Je pense aussi, et je reviens à ce que je disais au départ, la diplomatie québécoise, et je pense qu'il ne faut plus avoir peur de parler de diplomatie québécoise, a toujours fait preuve d'agilité. A toujours été capable de valoriser le maillage, et François le disait, avec les centres de recherche, avec la société civile, avec le secteur privé, a toujours été perçu, et je rejoins Madame Anglade là-dessus, par ses partenaires à l'étranger, je le dis parce que j'ai beaucoup voyagé, comme justement sans supériorité morale, sans discours colonial caché, etc. Et je pense que ça, ce sont des atouts considérables que le Québec a à faire valoir dans son adaptation à ce qui s'en vient. Et elle a une société qui est une société accueillante, sur laquelle aussi elle peut appuyer cette projection-là à l'international. Donc finalement, je pense que ça, moi, quand je vois le Québec, je suis parfois préoccupé, mais je pense qu'on peut aussi capitaliser sur ces facteurs-là qui sont réellement des facteurs positifs. Merci. Monsieur Morin, Madame Anglade, Monsieur Olivier, Madame Saint-Pierre, merci. Je crois qu'on peut les applaudir. Et si vous avez des questions, je vais aller vers vous avec ce micro. Ah, voilà. Merci. Charles Berthollet, je suis doctorant en sociologie à l'UQAM et en études politiques à l'EHESS à Paris. En fait, j'aurais deux questions. Je vais tenter d'être efficace. La première, c'est il y a quelques années, disons une dizaine d'années, certaines personnes, dont des universitaires, parlions d'une possible doctrine Charest en relations internationales. Et on se demandait à ce moment-là si ça allait marquer une reformulation, plutôt un renouvellement, un renforcement de la doctrine Gérin-Lajoie, ou si c'était plutôt une explicitation parmi d'autres des mêmes principes, des mêmes fondements. Et je me demandais à l'occasion des 60 ans de la doctrine si, avec le recul sur les années Charest aujourd'hui, on peut penser qu'il y a eu réellement un certain tournant à ce moment-là, ou si finalement c'était dans la continuité des dernières années. Et très rapidement, une deuxième question. Lorsque j'étais présent donc, à l'activité d'ouverture de cette très belle édition des Rendez-vous Gérin-Lajoie, c'est une activité qui portait sur le Canada, et j'avais prêté attention. Je pense que, mis à part l'allocution d'ouverture de M. de Rome, qui parlait de la doctrine Gérin-Lajoie, bien sûr, puisqu'on célèbre les 60 ans, le mot Québec, ou le nom Québec, n'avait pas été prononcé parce que l'activité portait plutôt sur la place du Canada dans le monde. Et j'aurais aimé pouvoir poser une question sur, oui, mais la place des provinces dans l'ensemble de la diplomatie canadienne. Et donc là, je vous poserai, maintenant que ça porte sur le Québec, une question semblable. Quelle est la place, selon vous, des villes, voire même des régions québécoises, dans cette diplomatie québécoise, que ce soit dans la stratégie et la politique internationale du Québec, de façon peut-être plus intégrée, mais également s'il y a une place pour des relations internationales autonomes sur le plan municipal au Québec. Voilà.
Si vous me permettez, j'irais peut-être, quand vous parlez des municipalités, c'est fort intéressant parce qu'il y a des regroupements là, de municipalités, puis on les voit. On voit qu'il y a une certaine diplomatie qui tente de se développer. Mais moi, j'ai remarqué, mon expérience, avec l'expérience que j'ai remarqué que ça dépend beaucoup des personnalités. On a eu ici un Denis Coderre là, qui vraiment travaillait très, très fort pour la place de Montréal dans le monde et tout ça. Et rivalisait avec Régis Labaume à Québec. Alors, ça dépend aussi beaucoup, je pense, sur le plan de la politique municipale, des personnalités qui sont en présence et qui voient un développement international pour leur ville. Comment conjuguer ça avec le ministère des Relations internationales de la francophonie? Ça peut peut-être parfois créer certains malaises parce qu'on se dit, bien, vous êtes en train d'entrer dans nos plates-bandes, mais je pense que la collaboration additionnée, c'est mieux que soustraire. Et pour ce qui est, je vais juste, pour laisser la place le plus aux autres aussi, quand vous parlez de la doctrine Charest, je pense que M. Charest, ce qu'il a fait, c'est qu'il a bâti, lui aussi, tous les gouvernements qui ont suivi la doctrine Gérin-Lajoie ont bâti sur la doctrine Gérin-Lajoie. Même les gouvernements du Parti québécois, avec l'idéologie, c'est-à-dire la politique du Parti québécois était de faire l'indépendance du Québec, mais ils ont quand même se sont servis des leviers de la doctrine Gérin-Lajoie. Et M. Charest, lui, son idée, c'était d'ouvrir davantage les marchés. Il était vraiment focusé là-dessus. C'est de lui, d'ailleurs, qu'est née l'idée d'avoir un accord de libre-échange Canada-Union européenne. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on est content de l'avoir parce qu'on ne commence pas à zéro en train de dire, est-ce qu'on pourrait négocier un accord? Il y en a un. Il faut qu'il soit finalement ratifié, mais il est passé au Parlement européen, puis il est en marche, cet accord-là. Alors, c'était un peu ça, sa vision. Et je pense pas que lui se sentait comme un porteur d'une doctrine Charest. Il était, lui aussi, l'enfant de la doctrine Gérin-Lajoie. Monsieur Olivier, je vous ai vu prendre des notes. Est-ce que vous voulez les partager? Bon, d'abord, sur la diplomatie municipale, en fait, c'est une réalité. Et aujourd'hui, ce gouvernement a adopté une position d'appui à la diplomatie municipale qui est affirmée avec l'adjointe parlementaire Céline Etayan, qui a investi beaucoup de temps à travailler avec les maires des différentes villes dans le cadre de missions, dans le cadre de projets. Puis, en plus, sur des enjeux comme le climat, il y a des réseaux structurés de maires qui sont extrêmement importants. Le C40, l'Association internationale des maires francophones travaille aussi sur les enjeux climatiques et les villes, c'est les enjeux de proximité. Donc, ils ont un rôle important à jouer là-dedans et donc font partie de notre diplomatie déjà. C'est difficile pour moi de commenter la doctrine Charest. Ce que je vais dire, c'est chacun est le produit de son temps. Et on se souvient de cette période où M. Charest était premier ministre, comme celle de l'émergence des BRICS, comme des acteurs internationaux de pleine envergure. Et l'expansion du réseau international du Québec a beaucoup reflété cela. On est extrêmement reconnaissant à la créativité qui a habité cette administration, parce que, outre l'AECG, la Convention de 2005 de l'UNESCO sur la protection, la promotion de la diversité des expressions culturelles, c'est là qu'elle s'est bâtie, mais elle s'est aussi bâtie sur une base transpartisane, en collaboration active avec le Parti québécois et les autres formations politiques et le gouvernement canadien d'ailleurs. Notre place à l'UNESCO date de cette époque-là, la reconnaissance des qualifications professionnelles entre le Québec et la France. Donc, il y avait un élan, une créativité, mais aussi une marge de manœuvre que maintenant, l'époque Trump nous enlève parce qu'on est sur la défensive. On est juste à vouloir sauver les meubles pour les entreprises puis pour nos intérêts vitaux. Je prendrai une dernière question pour M. Morin et Mme Anglade. Ah, il y en a une derrière.
Bonjour. En fait, j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs étudiants dans la salle, donc je me disais que peut-être on pourrait faire une question par rapport à la relève. En fait, face aux enjeux justement de l'aide au développement, ce serait quoi les compétences qu'on devrait acquérir, justement, que devrait acquérir la relève en coopération internationale? Moi, je suis juste en sécurité, donc je construis pas, je détruis. Donc je vais laisser mes collègues. Premièrement, je vais dire la chose suivante, c'est que quand on parlait de polarisation, malheureusement, on parle de la relève. On pense que la relève est peut-être moins polarisée et les études démontrent qu'on a une relève aussi qui est très polarisée, qui vit une polarisation qui est genrée, avec des femmes qui réfléchissent davantage à des questions. Et là, je simplifie, OK? Je simplifie. Les femmes qui réfléchissent davantage à des enjeux de progrès, d'environnement, d'inclusion, les jeunes hommes qui deviennent de plus en plus conservateurs dans le sens les trad wives dont on n'entend pas beaucoup parler, etc. Donc, cette polarisation, moi, m'inquiète au plus haut point. Si on me demande ce que je souhaite de la relève qui va réfléchir à ces enjeux de coopération-là, c'est comment elle est capable de dénouer ces impasses de polarisation. Quels sont les outils qu'on va lui donner, qu'elle va développer pour dénouer cette polarisation-là, qui va être extrêmement nécessaire partout où elle va aller en termes de coopération pour comprendre les différents points de vue. Puis encore, je reviens avec cette idée de la bien-pensance qu'on essaie d'imposer à nous, Canadiens. On l'a fait à plusieurs reprises aussi. Mais comment est-ce qu'on est capable de défaire cette polarisation-là? Comment est-ce qu'on est capable de rentrer en contact avec l'autre, de bâtir le lien avec l'autre? Je pense que ça va être extrêmement important. Et c'est ceux qui vont être capables d'écouter ce dialogue. On parle beaucoup de safe space. On se sent bien dans un environnement, on peut partager, puis on respecte le chacun, etc. Mais moi, j'aime parler de brave space. De brave space, c'est-à-dire où on a le courage de poser des questions qui sont plus difficiles, mais on a le courage d'avoir les bonnes discussions. Alors, ceux qui sont capables de vivre à l'intérieur des brave space, de poser des discussions tout en étant très respectueux, ceux qui seront capables de lutter contre cette polarisation qu'on voit à l'intérieur même de cette génération et ailleurs dans le monde, je pense que ceux-là, cette manière de faire-là risque de porter fruit. Voilà. Mais la sécurité, quelque chose à ajouter. En fait, j'ai fait une blagounette pour me laisser le temps de penser à la réponse. Donc, Madame Anglade est beaucoup plus rapide que moi. 3 choses. Je pense qu'au niveau stratégique, il faut absolument continuer dans les universités de développer notre esprit critique. Ça se perd. Développer notre esprit critique, c'est la capacité à discuter avec des gens qui ne partagent pas notre point de vue. À s'entendre, à être d'accord pour ne pas être d'accord. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Et quand on dit l'esprit critique, c'est pas toujours les théories critiques. C'est-à-dire que, et je dis souvent ça aux étudiantes et aux étudiants, je dis dans les administrations, on a besoin d'esprit critique. On a besoin de gens qui sont capables, en bon latin, de challenger le gestionnaire, de l'amener ailleurs. Sinon, on a trop d'angles morts. Donc ça, c'est vraiment, à mon avis, fondamental. Ça l'est encore plus au niveau international. Le monde est complexe. Il faut accepter que le monde soit complexe et il faut vraiment qu'au niveau stratégique, on continue d'être capable de jouer avec cette complexité-là. Au niveau tactique, ça, c'est le partenariat. Et comment est-ce que, finalement, en aide internationale, mais quand je dis co-développe, je pense que j'ai même l'impression d'être avec des vieux schémas à l'époque du développement. Aujourd'hui, on se place dans des théories décoloniales. Comment est-ce qu'on fait pour travailler avec des sociétés qui aspirent à être totalement indépendantes, qui en même temps parfois sont instrumentalisées par des gouvernements, par des puissances étrangères, etc. Et puis on citait le cas du Mali qui, moi, me brise le cœur, qui est un pays que j'ai bien connu pendant plusieurs années pour y travailler. Dans lequel j'aurais des difficultés aujourd'hui à mettre les pieds. Donc je pense que ça, c'est important. Et au niveau opérationnel, et ça, c'est très important, c'est que le temps de l'amateurisme est terminé. Le monde étant ce qu'il est, quand on part à l'étranger, qu'on est étudiante ou étudiant, quand on est
bénévoles, etc. Il faut, et là effectivement je remets mon chapeau de sécurité, mais il faut le faire avec une gestion du risque et de la sécurité réelle, avec une bonne préparation, adaptation, avec des règles, des bonnes pratiques. Et je pense que pendant longtemps, on a fait un petit peu tout et n'importe quoi. Enfin là je regarde François parce que c'est lui sur l'aide au développement dont je m'inspire un peu. J'espère que je ne trahirai pas tes propos aujourd'hui. Mais donc c'est ça. Mais l'université, la recherche continue d'être un vivier incroyable. Et au Québec, il vit beaucoup. Il est international, il est interculturel. Et nous, on apprend aussi beaucoup aux étudiants. On essaie à travailler en milieu interculturel parce que c'est la réalité d'aujourd'hui. Donc je pense que tout ça fait partie de la formation et ne pas trop utiliser ChatGPT aussi. Merci. Parce qu'un jour, il pensera à notre place et là, ça ira pas mieux. Merci beaucoup. Avant de passer au cocktail, j'aimerais donner la parole à la doyenne, Madame Chagnon. Je vous invite à aller au lutrin en avant. Alors, bonsoir. Il me fait un très grand plaisir d'être ici et d'être la dernière chose qui vous sépare du cocktail. Je vais quand même essayer d'être brève. C'est la deuxième fois que j'ai ce plaisir d'être la personne qui vous empêche de commencer à prendre un verre. Et c'est un plaisir renouvelé de dire à quel point la Faculté de sciences politiques et droit apprécie sa collaboration avec l'Institut, avec l'IEIM. Je suis désolée, j'ai de la misère avec les anagrammes à cette heure-ci. Donc, avec l'IEIM, et c'est toujours pour moi un grand plaisir de rappeler à quel point l'IEIM est un rouage fondamental de notre faculté parce que notre faculté existe grâce à l'international. Lorsque notre faculté a été créée en 1997, le trait d'union qui a permis de réunir ensemble avec ses hauts et ses bas, deux départements à la fois si semblables et si différents que sont les départements de sciences juridiques et de sciences politiques, c'était l'intérêt mutuel pour la question internationale, que ce soit à travers le droit international ou les relations internationales. Et depuis la création même de la faculté, ce trait d'union est assuré avec courage, audace et ténacité par nos collègues de l'IEIM, ce dont je les remercie. Et je trouve que des événements comme aujourd'hui sont une belle représentation à quel point l'IEIM réussit à porter haut et fort ce mandat-là, d'être ce trait d'union entre ces différents domaines, ces différents champs, ces réflexions holistes, importantes sur la question internationale et plus importantes encore, réussir à porter le flambeau, de nous projeter dans l'avenir, de réfléchir à notre passé en même temps, particulièrement en ce moment avec l'anniversaire, le 60e anniversaire de la doctrine Gérin-Lajoie. La doctrine Gérin-Lajoie, tout comme l'UQAM, est un legs de la Révolution tranquille. Je pense que c'est deux legs dont on peut être extrêmement fier parce que dans une perspective holiste, on peut dire que l'un comme l'autre nous a portés dans l'avenir et a été la démonstration de la capacité du Québec à faire preuve de courage, d'inventivité, d'affirmer son autonomie, sa différence, sa spécificité. Et donc, je salue à ce niveau-là la vision qu'ont eue les gouvernements de l'époque d'oser aller de l'avant, d'oser vivre les rêves que nous avions à ce moment-là. C'était de grands rêves, c'était de grandes ambitions. On n'y est peut-être pas toujours parvenu autant qu'on aurait voulu, mais je pense qu'elles nous ont porté et elles ont contribué à construire le Québec d'aujourd'hui, qui est un Québec qui, je l'espère, réussira encore à rêver. Nous ne sommes pas dans une époque propice aux rêves, il faut se le dire, mais je pense que nous avons toujours les atouts dont nous avons besoin pour nous projeter vers l'avenir. Je pense que le Québec, à travers justement la force de sa diplomatie, à travers les contacts qu'il a réussi à établir partout à travers la planète. Je peux en parler. Je pars dans une semaine dans une mission en Corée du Sud, mission soutenue par la délégation du Québec à Séoul, qui non seulement croit en l'importance de favoriser l'émergence de relations économiques entre le Québec et d'autres pays, mais croit plus fondamentalement en l'importance de créer des relations d'amitié, des relations soutenues, des relations basées sur les échanges culturels, sur les échanges scientifiques. Et je pense que cette vision-là, d'aller plus loin que le simple utilitarisme, est une vision porteuse, puis c'est une vision qui nous distingue
à bien des égards de ce qu'on voit en ce moment en matière de diplomatie mondiale. Et je tenais à le saluer et je tenais aussi à revenir sur cette question du rêve qui rejoint un peu la question de notre étudiante sur comment vivre l'avenir et qu'est-ce qui sera attendu dans l'avenir et où pouvons-nous nous projeter? Je pense, moi j'ai confiance en vous. Je pense que vous allez trouver des solutions. J'ai entendu nos collègues panélistes, je pense qu'ils vous ont donné beaucoup de bons indices et beaucoup de bonnes indications. Et je crois que vous aurez l'intelligence, l'audace et la sagesse de prendre les positions pertinentes. Je pense que oui, on vit dans un monde fracturé. Oui, on vit dans un monde polarisé. Mais on a besoin de peu de choses pour retrouver la confiance. Et moi, je crois au Brave Space. Je suis une fan de Bellux aussi. Et je pense que lorsqu'on réussit à rétablir une relation de respect et de confiance et qu'on réussit à tendre la main vers les gens qui ne pensent pas comme nous, en leur disant qu'on respectera leur opinion, s'ils arrivent à respecter la nôtre, soyons mutuels, il y a vraiment un vrai espoir et j'aspire à ce qu'on arrive à aller vers ça. J'aspire aussi à un monde où la place du monde académique et des universités sera aussi pleinement reconnue dans l'univers de la diplomatie. J'y croyais pas il y a quelque temps, mais là, je commence franchement à m'ouvrir à l'idée de la diplomatie scientifique. Je pense que c'est une voie d'avenir aussi parce que je pense que les canaux moins formels, qui débordent de l'action des États, vont devenir de plus en plus importants dans l'avenir. Et je pense que de reconnaître ce rôle-là aux universités, de leur donner la capacité et les moyens de se déployer pleinement à ce niveau-là, d'accueillir des chercheurs qui viennent de pays où ils ne sont plus les bienvenus et de pouvoir permettre à ces gens-là de se développer et de nous redonner en échange, parce qu'il y a beaucoup de richesse dans tout ça, fait partie des grandes voies de l'avenir. Et je suis convaincue que nous saurons prendre ces voies-là. Convaincue, oui, je l'espère de tout cœur et je suis convaincue par ailleurs, et ça j'en suis intimement convaincue, que les gens qui sont ici dans cette salle aujourd'hui sont ici parce qu'ils veulent que ces choses-là adviennent. Et ça me donne beaucoup d'espoir pour l'avenir et je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je remercie l'IEM de ces belles initiatives. Je vous souhaite un excellent cocktail et je vous souhaite de poursuivre les réflexions fort fructueuses et riches que ces rencontres vous ont procurées. Merci beaucoup. Merci, Madame Chagnon. Merci encore aux panélistes. Félicitations à François, à Caroline et toute l'équipe. Et je vous souhaite à vous tous un bon cocktail et un bon week-end. Au revoir.